Bienvenue à ce numéro du débat de dimanche sur la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Ce soir, nous allons parler de la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement des casques bleus au Mali, le lancement de la commission dialogue et réconciliation, les attentats à l'ambassade de France en Libye, également les élections locales en Côte d'Ivoire. Des sujets qui seront développés par nos invités Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, Aoui Touré, journaliste, Alexis Calambri du journal Les Échos et Serge Daniel, journaliste écrivain. Premier thème, le Mali, après la 2056, la 2071 et la 2085. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la 2100, une résolution sous le chapitre 7 dont le mandat est la stabilisation de la situation dans les principales agglomérations du Mali et la contribution au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. Les casques bleus vont bientôt prendre la main au Mali. Les mains levées, justement, ce sont celles des diplomates de l'ONU. La résolution 2100 est adoptée. Ce vote va permettre l'envoi de soldats. Le Mali est pleinement disposé à accueillir cette mission qui sera dotée d'un mandat axé, entre autres, sur la stabilisation des grandes agglomérations du Nord, le rétablissement de l'autorité de l'État. La France parle d'un succès et d'une mission bien précise. Cette opération ne mènera aucune action antiterroriste. C'est uniquement de la stabilisation. Dès que l'armée malienne sera capable d'assumer la sécurité de son territoire, il n'y aura plus besoin d'une opération de maintien de la paix. 12 600 hommes seront envoyés pour empêcher le retour d'éléments armés dans le Nord. Ils resteront 12 mois au moins et ce déploiement est prévu pour le 1er juillet. Pour l'ONU, c'est une première, créer une force de maintien de la paix sans qu'aucun accord de paix n'ait été signé. Ces casques bleus s'installeront seulement si la zone est sûre, et ce n'est pas encore le cas. Les soldats tchadiens patrouillent toujours dans le massif des Iforas à la recherche des caches islamistes. Et à Gao, il y a seulement un mois, les tirs résonnaient encore dans les rues de la ville. Aujourd'hui, partout dans ce Nord Mali, les soldats français et maliens restent sur leur garde. Alexis Calambri, c'est la 4e résolution du Conseil de sécurité sur le Mali en moins d'1 an. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la présente, la 2100? Bon, il y a deux choses à mon avis. D'abord, la spécificité, c'est que c'est, comme vous l'avez dit, sous le chapitre 7. Donc, qui donne un mandat plus élargi que ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire ou au Congo. Mais de l'autre côté, ça démontre la faiblesse des forces africaines qui auraient quand même dû éviter qu'on aille jusque-là. Mais bon, franchement, c'est lancé, c'est déjà enclenché. Mais au moins, la diplomatie a été assez vigilante, assez, disons, actif pour pouvoir au moins avoir des résultats aussi rapidement, à mon avis. Ok, Aoui Touré, vous inspire quoi, cette résolution? Bon, pas grand-chose. Je me dis, la MINUSMA ne sera là que pour continuer, poursuivre, si vous voulez, les activités de la MISMA et du Bureau des Nations Unies déjà présent ici à Bamako. Et que moi, l'autre point qui me freine un peu, c'est que bon, on a vu le ministre des Affaires étrangères prendre l'avion, se rendre au siège des Nations Unies. C'est une situation qui concerne d'abord le Mali. J'aurais souhaité que, au niveau du Parlement malien, même si on n'a pas une emprise totale sur la question, mais que nos élus essaient d'initier un semblant de débat sur la question et que sur la base de cela, le ministre se rend aux Nations Unies avec des propositions émanant du Parlement du Mali. Donc, Serge Daniel, sur la question. C'est très important parce que lorsque l'opération passe sous mandat onusien, le gros avantage, c'est qu'il y a plus de moyens. Adam le disait il y a 2 semaines ici, je crois, il y a plus de moyens. C'est-à-dire que les Nations Unies vont prendre désormais en charge toutes les troupes sous mandat onusien qui sont sur le territoire malien. Ça, c'est très important. Donc, plus d'argent, plus de moyens. Donc, effectivement, sur le terrain, ce qui va changer, c'est qu'on ne va plus voir
les militaires, par exemple, africains aujourd'hui vont passer sous mandat onusien, donc ils auront plus de moyens, on ne va plus entendre parler visiblement de on n'a pas de véhicules, on n'a pas d'armes, etc. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que l'opération reste quand même une opération bicéphale, c'est-à-dire que d'un côté, vous aurez les forces sous mandat de l'ONU, mais de l'autre côté, vous aurez 1 millier de Français qui vont être une espèce de force d'appui à l'opération, qui, eux, ne seront pas là pour stabiliser les régions, c'est-à-dire pas de force d'interposition, mais plutôt une force d'action pour traquer les djihadistes. Donc, l'opération qui passe sous mandat onusien, ça donne plus de moyens, plus d'efficacité et plus de visibilité, à mon avis, sur le terrain. Adam, est-ce qu'on peut l'entrevoir comme ça, l'amunissement, l'amissement enrichi, renforcé? Oui, renforcer à un moment où peut-être nous n'avons pas véritablement besoin des Nations Unies pour traquer ceux qui restent djihadistes, parce que ce n'est pas là l'objectif de la mission qui arrive. Nous n'avons pas forcément besoin de ces troupes, parce que nous avons vu ce qu'a donné la présence des Nations Unies dans un pays comme la RDC. Maintenant, il n'y avait même pas l'espèce de crise politique qui justifiait à l'époque, effectivement, la résolution 2085. Je pense que la présence des Nations Unies est un compromis entre la France, les États-Unis, etc., pour que le Mali soit en observation par rapport à une possible résurgence de la menace terroriste. Sinon, franchement, on peut se demander ce que viennent faire les Nations Unies à l'heure actuelle au Mali, où la menace djihadiste est quand même très, très, très sérieusement sous surveillance. Ah oui, qui veut ajouter quelque chose? Ah oui. Oui, je voudrais tout simplement dire, n'allons pas trop vite en besogne. C'est vrai, la résolution, elle a été adoptée, mais il y a une condition qui a été posée pour que la MINUSMA puisse se déployer au Mali. Ils ont dit, la condition, c'est qu'il faudrait que la guerre soit terminée. La question aujourd'hui, la guerre est-elle finie au nord du Mali ou comment ça va se passer? Ce qui veut dire qu'ils ne viennent pas pour mettre fin à la guerre, ils viennent après la guerre. La stabilisation. Voilà, ils viennent après la guerre pour la stabilisation. Mais une fois que cette guerre est terminée, une fois que la menace djihadiste est supprimée, j'ai le sentiment effectivement que ça amène automatiquement la stabilisation que les forces des Nations Unies sont supposées venir faire au Mali. Adam Thiam a raison de dire que c'est un compromis. De toutes les manières, la MISMA n'avait pas les moyens de sa politique, Adam. On n'avait pas les moyens de sa politique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les forces qui sont actuellement au Mali, le Tchad a déclaré récemment avoir payé déjà 56 milliards de francs CFA du budget national tchadien. Le Burkina Faso débourse de l'argent pour ses troupes. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le Bénin, le Togo sont des pays qui, les 3 ou les 6 premiers mois de l'opération, sortent de l'argent pour supporter leurs troupes. Si on voulait l'arrivée que l'ONU finance ces troupes-là, il fallait passer sous mandat onusien. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est d'abord pour 12 mois. C'est-à-dire, dans un an, le Mali est capable de dire, nous ne voulons plus de troupes de stabilisation, nous souhaitons que les troupes françaises restent comme troupes d'appui de lutte contre le terrorisme, mais nous ne voulons plus de troupes de stabilisation. Ok. Alexis, par rapport au mandat de la MINUSMA, vous en pensez, est-ce qu'il est satisfaisant le mandat déjà de cette MINUSMA? Oui, à mon avis, c'est-à-dire que c'est des troupes qui ne vont pas être dès l'entame engagés dans des combats, mais qui seraient obligés, enfin qui seraient autorisés à engager des combats en cas de besoin, comme contrairement à ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire où ils croisaient les bras quand ils voyaient des affrontements. Le chapitre 7 permet cela. Donc, je pense que ça va au-delà des cas classiques qu'on a vus dans la sous-région. Et bon, c'est vrai, est-ce que ça vient pas tardivement, mais l'explication des finances justifie amplement leur présence. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas une force d'interposition, mais une force d'intervention, même si ce n'est pas clairement écrit sur le mandat? Moi, je crois qu'on va avoir des surprises. On parle de force de stabilisation. Donc, stabiliser les régions, ça ne veut pas dire que c'est une force d'interposition. Mais cela dit,
moi, j'aurais préféré de manière claire que les forces de l'ONU qui arrivent au Mali soient des forces tout de suite, pas d'interposition, mais d'intervention. Parce que quand vous parlez de stabilisation, ce sont des forces qui sont capables de dire, bon, nous sommes là pour stabiliser le pays, nous on se mêle pas s'il y a la guerre entre l'armée malienne par exemple et les rebelles, etc. C'est seulement les forces françaises qui ont ce droit-là d'attaquer, d'aller au charbon. Mais les autres, je pense que les casques bleus, le principe des casques bleus, c'est de ne pas faire la guerre. J'ai parcouru la résolution et je pense que le chapitre 7 est très clair là-dessus. Au cas où il y aurait une menace, ces forces-là pourront intervenir. Okay. Donc ce n'est pas une force d'interposition, ça peut être considéré, en plus d'être une force de stabilisation, une force d'intervention aussi. C'est pourquoi j'ai parlé de pouvoir continuer les activités de la mission. Adam Cham, c'est vrai que la stabilisation ne prive pas les Nations Unies de riposter s'il y a une menace. On ne peut pas les attaquer par exemple. On ne peut pas non plus attaquer les populations civiles devant elles. Et leur mandat est très clair, c'est d'empêcher le retour des terroristes au nord du Mali. Mais toute la question c'est qu'est-ce que cela aurait coûté de donner, par exemple, à l'armée française, à l'armée tchadienne, les moyens qu'on va donner à cette intervention. Parce que, en fait, ils auront de gros moyens. Je crois que le budget, c'est quoi? À peu près 800 millions de dollars. Peut-être avec 800 millions de dollars, on aurait supprimé totalement le risque terroriste au Mali. Et pourquoi est-ce qu'en Afghanistan, il y a une coalition de pays qui luttent contre Al-Qaïda, et ici, vraiment, même les États-Unis sont impliqués très très vite pour obtenir le retrait de la France et la présence des Nations Unies. Ok. Il y a une phase dans le mandat qui pourrait s'apparenter à de l'estocade pour des mouvements comme le MNLA, c'est-à-dire que contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État dans tous les pays. Est-ce que ça ne peut pas constituer une estocade pour un mouvement comme le MNLA, par exemple? Alexis Calambri. C'est assez délicat. C'est-à-dire le MNLA, comme quelqu'un le disait l'autre jour, la France agit comme si Kidal était une enclave. Mais de l'autre côté, cette question, à mon avis, trouverait rapidement une solution dès lors que l'armée serait capable d'aller sur le terrain. Le gouvernement a donné le 15 mai pour être à Kidal. Donc je pense que rapidement, au moins, on va poser les vrais problèmes, en tout cas être face aux questions pour pouvoir trouver des solutions. Mais effectivement, en fait, je ne vois pas la MINUSMA s'ingérer dans ces questions qui peuvent être considérées comme purement maliano-malien. Parce que si la MINUSMA doit contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, ça exclut systématiquement le MNLA, je pense. C'est vrai. Moi, je pense qu'à Kidal, la question du MNLA reste un caillou dans la chaussure du gouvernement malien, un caillou dans la chaussure du gouvernement français également. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Kidal, il n'y avait personne, il n'y avait pas de MNLA, il y avait quelques dizaines de personnes qui étaient en train de se promener. La France a eu besoin de l'expertise, estimait-on à l'époque du MNLA, pour rechercher les otages. Ça a été un échec. Aujourd'hui, ils se sont armés, ils sont à Kidal, ils contrôlent une grande partie de Kidal. Quand je suis allé à Kidal récemment, les Tchadiens m'ont dit, nous, quand nous sommes arrivés, nous avons voulu désarmer le MNLA, mais on nous en a empêché. Je pense que c'est une question qu'il faut résoudre. Je ne vois pas les forces venir, les forces onusiennes, ou enfin sous mandat onusien, débarquer à Bamako, aller dans Kidal et aller faire la guerre aux Touaregs, je ne vois pas au MNLA, je ne vois pas les choses comme ça. En revanche, je pense qu'il peut y avoir des pressions amicales, des pressions insistantes de la part des forces en présence pour que dans un premier temps, le MNLA se cantonne par exemple pour qu'on puisse faire les élections à Kidal. Okay. Il serait inimaginable, comme l'a dit le président de la commission de la CEDEAO récemment, Kadri Désiré Ouédraogo, il serait inimaginable de faire des élections dans un pays comme le Mali sans Kidal. Voilà. Okay. Adam? Moi, je ne pense pas que le MNLA soit une force importante à ce point. Je pense que même un bon processus de dialogue amènerait le MNLA très très vite à désarmer parce que elle n'est pas AQMI, elle n'a pas les ressources ni financières ni humaines pour tenir une guerre.
Ceci dit, je ne crois pas du tout que la résolution 2100 soit une estocade pour le MNLA, parce que la mission de l'ONU qui est ici est quand même allée 2 fois à Kidal. Il a déjà eu un entretien avec les forces vives à Kidal. Je ne sais même pas s'il n'a pas eu un entretien avec le MNLA. Donc peut-être que le MNLA ne s'inquiéterait pas du tout de l'arrivée des forces onusiennes au Mali. Un dernier point sur la MINUSMA, Alexis Calambri. Lorsque les casques bleus débarquent, c'est la cherté de la vie. Au fait, les casques bleus n'ont pas bonne presse, hein. Il y a également des implications côté mœurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là? Bon, je sais que, par exemple, j'ai récemment bavardé avec le... Non, c'est évident, l'armée... Non, on connaît l'armée, mais ce que je veux dire, je pense que les autorités anticipent sur la question. J'ai récemment rencontré le ministre de la Santé qui développe un programme dans ce sens pour, disons, sensibiliser les populations locales pour leur... Mais de l'autre côté, effectivement, bon, c'est vrai, c'est l'économie qui peut en profiter, puisque c'est des gens qui débarquent avec des devises, qui veulent faire... Mais les populations en pâtissent. Disons que c'est le revers de la médaille. Tout à fait. On va pas parler sur l'implication des casques bleus arrivent. Non, moi, je ne voudrais pas m'étendre sur cet aspect, mais l'autre aspect du mandat de la MINUSMA qui m'intéresse et que, en fait, je cherche à comprendre comment cela va être possible quand on dit dans le mandat que la MINUSMA va être là pour accompagner la transition, en fait, et être dans l'accompagnement de la transition politique, nous amener aux élections et même dans un cadre de développement. Moi, je pense que c'est ce débat qu'il va falloir peut-être... Juste un mot, ça, je pense que là où il y a peut-être un avantage à avoir les Nations Unies, c'est qu'elles peuvent préparer la transition de l'urgence vers le développement. Donc, forcément, la reconstruction du Nord, je pense que cet aspect a été déterminant. Sinon, ces forces peuvent même ne pas être là avant juillet. Si elles ne sont pas là, je ne vois pas comment elles peuvent accompagner le processus de transition qui, normalement, sera bouclé en juillet. Sinon, comme le disait Serge, peut-être qu'on va cacher nos sœurs. Mais l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas faire plus de mauvaise publicité aux troupes des Nations Unies et qu'ils ont raison. C'est-à-dire, il y a eu des incidents. Il y a eu des incidents en RDC. Oui, il y a eu des incidents en RDC. Il y en aura ailleurs. Mais bon, c'est possible avec les troupes CEDEAO. C'est possible avec les troupes maliennes dans un autre pays. Donc, le Mali, on va rester vigilant. D'accord. Deuxième point de cette émission, elle faisait partie des principales demandes de la communauté internationale. La commission dialogue et réconciliation a enfin été lancée cette semaine à Bamako, une cérémonie présidée par le chef de l'État par intérim. Nous écoutons ici justement quelques discours lors de cette cérémonie. Je mesure donc toute la portée de la confiance que vous avez placée en nous pour conduire les destinées de cette commission. Il est temps. Il est grand temps, après tant de périls, tant de violences, tant de mutilations, tant de lapidations, tant d'exactions, après tout simplement tant d'humiliations, de savoir faire la paix. Nous serons interpellés indubitablement par les générations futures si nous ne réussissons pas ensemble la transformation politique de ce conflit par le dialogue et la réconciliation en autant d'opportunités pour bâtir un Mali possible, en attendant le Mali de nos rêves et de notre espérance. Monsieur le Président de la Commission Dialogue et Réconciliation, vous devrez retenir, orienter, moduler toutes ces contributions dans la direction qui nous permettra d'atteindre le plus vite possible les objectifs qui sont les nôtres. Ah oui, elle a enfin lancé la CDR. Mieux vaut tard que jamais? Oui, mieux vaut tard que jamais, mais bon, avant le démarrage de l'émission, j'étais là, j'ai posé la question. Il n'y a pas le V dans CDR comme dans les autres pays, commission de vérité, de réconciliation nationale. Réconciliation. La réconciliation, elle va se faire sur la base de quoi?
C'est ma question. Dans le mot dialogue, il y a le mot vérité. Je pense que bon, on peut. Mais ça aurait été intéressant qu'on puisse ça leur donner un poids. Voilà, parce que le Coran qui est là actuellement en train de se réunir. Moi, je pense que quand je parle de base, il aurait fallu que les Maliens, qu'on se retrouve entre nous, qui est, comme on appelle ça, ce genre de forum, qu'on se parle entre nous, qu'on se dise la vérité, et sur la base de cela, on aurait pu parler de réconciliation, parce que la réconciliation, elle ne va pas se décréter, même si c'est un décret qui met la commission en place. Ok. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a eu 2 fausses notes à cette rencontre solennelle. On a vu le ministre Sokona, le patron de la commission. Il est rentré tout de suite dans les habits, vous avez vu, tout de suite. Mais le président de la République m'a laissé un peu sur ma faim. Parce que à la cérémonie, il a brandi une lettre du Coran. Le Coran, c'est une organisation des ressortissants du Nord qui avait critiqué la constitution, la formation de la commission dialogue et réconciliation. Alors le président de la République a sorti comme si c'était un diplôme la lettre que le Coran lui a envoyée pour dire voilà, c'est vous qui m'avez proposé les noms et j'ai pris ceux que vous m'avez proposés. Alors le moment était tellement solennel qu'on n'avait pas, à mon avis, besoin de... C'était une sortie ratée du président de la République. Au-delà de cela, c'est bien, il y avait de beaux boubous, de beaux costumes, de belles cravates. Et enfin, j'espère que le travail va commencer. Alexis Calamri, il y a un homme politique, pour ne pas le nommer, Moussa Mara, qui dit, au-delà de la création d'une commission de dialogue, il faut instaurer un climat de dialogue, plutôt qu'une commission de dialogue, mais un climat de dialogue. Oui, mais il faut commencer par quelque chose, non? Et je pense que la commission là est nécessaire. La commission a un vrai défi à relever et le dialogue avait déjà commencé à la base par cercle concentré. Vous avez vu ce que le Coran a organisé, vous avez vu les initiatives autres un peu ethnicistes. On a vu Tabital pour la Cour, on a vu d'autres associations de ce genre qui essaient déjà au moins, je pense que par cercle concentré qu'on arrivera à quelque chose, mais au moins prêtons à cette commission sa bonne foi et comme Soukouna l'a dit, faisons ce qui est possible en attendant de pouvoir ce dont on rêve. C'est-à-dire que oui, on a quand même attendu longtemps pour avoir la commission. Et comme la mission des Nations Unies, ce qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'elle va faire véritablement. Il y avait 2 grandes crises. La crise institutionnelle, elle est en train d'être réglée du simple fait de la présence des troupes étrangères au Mali et du fait que nous allons aller vers les élections. Et puis, il y a cette crise au nord. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, de créer une commission de réconciliation, de dialogue pour le MNLA. Si l'on décode un peu jusqu'à présent tous les discours, ça veut dire que le MNLA est d'ailleurs exclu de cette commission tant qu'elle ne satisfait pas aux conditions qui ont été posées. Et donc, le dialogue va se faire au niveau des communautés, donc le dialogue intercommunautaire. Et ce qu'on peut se demander, c'est, en termes d'avantages comparatifs, est-ce que des organisations de proximité ne sont pas plus outillés pour mener des dialogues, par exemple, entre les gens de Gundam, entre les gens de Tombouctou, entre les gens de Gao, par exemple, qu'une commission de réconciliation et de dialogue. Il va donc falloir effectivement beaucoup d'inventivité, beaucoup d'initiatives pour que cette commission réponde aux attentes qui sont placées en elle. Oui, à mon avis, la question, ce serait à quelle fin dialoguer pour quoi? Est-ce qu'il y a des résolutions qui vont sortir parce qu'ils ont un mandat assez long à mon avis, 2 ans. Qu'est-ce qui va sortir de ça et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc je pense que... Il y a un véritable problème de communication dans cette affaire-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Daouda Ndiaye, un vieux de la vieille qui est patron de la communication de la CDR. J'espère qu'il pourra nous mettre en place... Avec ce qu'on a à Paris, voilà. Et qui va nous mettre en place un plan de communication acceptable. En fait, l'impression que la Vox Populi a, c'est que le dialogue se fera uniquement à l'intérieur de la commission dialogue et réconciliation. C'est pas du tout cela. Si vous voyez le décret d'application de la création de la CDR,
il faut identifier les personnes ressources dans les 8 régions administratives du Mali qui vont participer à l'élaboration de la paix. Donc vous aurez les associations de défense des droits de l'homme, vous aurez des associations de Tombouctou, des associations de Gao, toutes les associations. L'impression qu'on a, c'est que le dialogue va se faire uniquement à l'intérieur de la CEDEAO. Ce n'est pas du tout ça. C'est un instrument, c'est un outil pour impulser plutôt le dialogue entre tous les fils du Mali. Mais au-delà des communautés, est-ce qu'il y a aujourd'hui un groupe armé éligible au dialogue, Nigerou, Ansardine, MNLA, puisque la Commission doit énumérer la liste de ces forces éligibles au dialogue. Est-ce qu'il y en a? C'est-à-dire, il faut attendre que la Commission donne son plan d'action, parce qu'elle va le donner. Donc la question, c'est quel est le spectre de trucs. Donc elle fait quoi? Elle va s'occuper seulement de la crise du Nord, elle s'occupe de la crise institutionnelle, elle s'occupe du dialogue entre l'armée et la nation. Donc il faut, et c'est vrai de ce point de vue-là que oui, on a assisté à une situation vraiment atypique. Et donc c'est d'abord une commission qui a été mise en place avec un décret qui ne va pas dans le détail des missions. Et puis après, les commissaires ont été recrutés, ensuite ils ont été installés. Peut-être maintenant l'équipe de Sokona va se mettre au travail pour produire un plan d'action. Et puis elle est là pour 2 ans, la commission. Elle est là pour 2 ans. Donc elle sera là après les élections. Okay. Voilà, le lancement de la CDR qui coïncide avec ce forum du collectif des ressortissants du Nord dont Aoui parlait à l'instant. Et justement, le président d'honneur du Coren qui souscrit au dialogue mais pas à l'impunité. Ousmane Issoufou Maïga que nous écoutons ici. Il faut que justice soit faite et que l'impunité et la prime à la rébellion ne soient plus les viatifs du processus de réconciliation. Aucune personne, seule ou en association, qui qu'elle soit, où qu'elle se trouve, de quelque obédience qu'elle soit, ne doit être épargnée par rapport aux actes posés et jugés condamnables. Le Coran peut pardonner et pardonnera sûrement, mais il ne le fera pas sur le mensonge et l'impunité. Voilà, juste un dernier tour de table par rapport à cette phrase du président d'honneur du Coren qui peut oublier mais qui ne va pas pardonner Alexis Kalambri. Oui, qui va pardonner mais ne va pas oublier. Ouais. Et voilà, donc, il y a une grande évolution. Si on a suivi Pinochet, bon, il est plus conciliant. Oui, monsieur le Premier ministre, il est plus... bon, voilà. Je crois qu'il sait qu'on l'appelle comme ça. Bon, il ne serait pas le premier à le dire. Il est plus conciliant que Malik Al-Fseni. Qui est le président du Coren. Qui est le président du Coren. Donc, il y a une grande évolution. Il n'est plus contre la commission. Ils sont d'accord pour le dialogue dans le format défini et ils s'inscrivent dans ça. Si vous voyez un peu les débats hier, c'était assez représentatif des populations du Nord et du Mali d'une manière générale. Finalement, oui, c'est une bonne chose que cet incident soit clos, l'incident par rapport à la composition de la CDR. Ben oui, tout à fait. Et ça, il faut le mettre à l'actif de la tenue de ce forum. C'est pourquoi moi je disais que ça aurait été intéressant que l'ensemble des Maliens, qu'on se retrouve au cours d'un forum, qu'on vide le sac, comme on le dit plus couramment. Et sur la base de cela, je pense qu'en 2 jours, la tension qui... Avant la tenue même du forum, on a entendu le président actif, Malik Al-Husseini Touré, tenir des propos qui, bon, et voilà, et aujourd'hui j'étais contente et fière de l'entendre parler sur un autre ton qui va dans le sens de l'apaisement. Et je me dis, le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, en parlant d'impunité, moi j'aurais bien voulu qu'il nous précise en des termes clairs cette impunité-là qui est concernée. Il a dit, on a juste pris un extrait du discours. Je voulais parler, mais Adam Thiam me regardait tellement à Aoui que je dirais que je pense la même chose qu'Aoui. Voilà. Moi, je crois que ce qui s'est passé, c'est que, au fond, dans la séquence telle qu'elle a été montrée,
on ne voit pas effectivement que le président de la République a quand même présidé ce forum du Coran, n'est-ce pas? Et donc c'était important pour amener effectivement le dégel, parce qu'il y avait une crispation. Donc le président a reçu une équipe du Coran qui est venue lui dire qu'il n'est pas content. Ensuite, il a réagi en démontrant simplement que non, il n'a pas nommé, voilà, qu'il n'a pas nommé comme ça, qu'il a choisi au moins 2 personnes sur la liste du Coran. Ceci dit, je crois que le président est sur la même longueur d'onde que le Coran, parce que pour lui aussi, il faut la réconciliation, mais la réconciliation dans la vérité. Donc, vérité, c'est les 2 mots qu'on a perçus le plus dans le discours de Ousmane Youssoufy Maïga en tant que président d'honneur du Coran, et de Yankhouna Traoré en tant que président. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense que les ressortissants du Nord, eux, ils ont tenu leur forum, et en parlant de réconciliation, on a tendance à se dire, cette réconciliation, c'est beaucoup plus dans le sens vers le nord, et je pense que au niveau du sud, on doit parler de la réconciliation. Même je pense que la base doit partir du sud, parce que entre nous, Alexis, oui, non seulement, avant de passer au prochain, non seulement le sud, mais il faut quand même être républicain et juste. Il y a un devoir de mémoire à faire pour tous ceux qui sont morts dans cette guerre du Mali, y compris les civils nomades ou Soraï, ou Peul, ou sédentaires, qui ont laissé la vie à ce conflit. Et donc, ce serait bien que le Coran soit le porte-drapeau de ça, d'un devoir de mémoire pour tous, pas simplement pour le compte-rendu, pour le règlement de compte avec le MNLA. Alexis, l'enjeu, je lisais Suleiman Drabo qui disait que on a vite gagné la guerre, mais pas pas la raison. C'est dit, il y a comme un malaise, hein. On sent, Adam parlait d'être républicain. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui essaient, qui voient avec leur prisme personnel, communautaire, ethnique et tout. Je pense que c'est le vrai défi est à ce niveau, pouvoir transcender sa communauté, son ethnie, pour voir comment construire vraiment une paix durable et acceptable pour tout le monde, comment vraiment faire des amendements qui peuvent être acceptés par tout le monde. J'étais dans la salle lors de l'ouverture de cette cérémonie, c'est un peu le Mali de nos rêves qu'on a vu, Touareg, Tamashek, Mor, toute la communauté du Nord. Si je puis permettre vraiment, Adam disait quelque chose d'important que je voulais souligner, que je vais prendre à mon actif, c'est que le président de la République, effectivement, a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion du Coran, alors que jusque-là, il donnait l'impression d'être en bagarre avec le Coran, ou le Coran donnait l'impression d'être en bagarre avec lui. Et ça, c'était quelque chose d'important. Troisième point de cette émission, l'ambassade de France en Libye, visée par un attentat à la voiture piégée. L'explosion a détruit en grande partie les bâtiments et fait 2 blessés, 2 gendarmes, dont un grièvement. Les images qui nous parviennent de Tripoli laissent deviner la puissance de l'explosion. La villa de 2 étages qui abritait l'ambassade de France est fortement endommagée. Un des murs d'enceinte a même été détruit. 2 gendarmes français chargés de la protection des lieux sont blessés, l'un d'entre eux grièvement. L'explosion a eu lieu ce matin vers 7 heures. La déflagration a été très forte. Elle a tout dévasté. Un attentat qui aurait pu tourner au carnage. Le personnel n'avait pas encore investi les lieux. C'est une voiture piégée qui est à l'origine de l'attentat. C'est la première fois que la France est visée ici en Libye depuis la révolte de 2011 et la chute du dictateur Kadhafi. C'est un attentat qui vise non seulement la France, mais l'ensemble des pays qui luttent contre les groupes terroristes. Le président François Hollande a demandé au pouvoir libyen que toute la lumière soit faite sur cet acte terroriste qui pour l'heure n'est pas revendiqué. Les autorités libyennes ont commencé les investigations. Elles annoncent la formation d'une commission franco-libyenne pour enquêter. Un pouvoir qui se construit sur les débris d'une révolution récente, ayant laissé dans le pays de nombreuses milices armées et une grande insécurité. Une insécurité plutôt concentrée jusque-là à Benghazi dans l'Est, où attentats et assassinats ont conduit de nombreux Occidentaux à quitter la ville. En septembre dernier, le consulat des États-Unis avait été visé, un attentat qui avait tué l'ambassadeur et 3 autres Américains.
Alexis Calambri, j'ai tout de suite envie de poser la question, est-ce qu'on peut établir un parallèle avec ce qui se passe au Mali? Je l'aurais fait volontiers, c'est-à-dire que c'est comme le MNLA est composé de Libyens. À la limite, je pense qu'ils veulent réveiller la France à leur réalité, toujours faire croire que si une solution durable n'est pas trouvée, ça c'est pas le MNLA. Non, le MNLA est composé de gens qui viennent de Tripoli et qui peuvent encore avoir des connexions de ce côté. C'est la seule lecture que je peux faire. Je ne pense pas au réseau islamiste, mais plutôt terroriste de ce côté-là. Ah oui, il vous inspire quoi cet attentat? Le lien est évident. De toute façon, ces djihadistes ne l'ont jamais caché, ils n'ont jamais fait mystère. En fait, pour ce qui est de l'intervention française au Nord Mali, et que la France devrait s'attendre à des représailles. Passez-moi l'expression. Donc, moi, le jour où, quand à mon réveil, j'ai vu les images, j'ai dit non, ça c'est... Puisque la traque, c'est dans l'adra des Iforas, ils sont traqués là-bas, non, ils sont obligés d'opérer un repli tactique ou stratégique, voilà. Donc, vers la Libye. Ouais. Et aussi, ils font les replis tactiques. Depuis longtemps, nous savions que la Libye était quand même aussi un foyer d'activité djihadiste, n'est-ce pas? Pas forcément lié au nord du Mali. Maintenant, le lien peut être là, je n'en sais rien, mais il y a quand même eu l'attentat contre l'ambassade des États-Unis, n'est-ce pas? Donc à Benghazi, qui n'est pas attribué, par exemple, au MNLA ou aux djihadistes maliens, et Kadhafi lui-même avait dit depuis longtemps qu'il y avait des djihadistes qui luttaient contre lui. Et on a vu en Syrie que ça se fait. Donc, partout où il y a eu des problèmes en Afrique du Nord, la question principale, c'est comment faire en sorte que le mouvement soit récupéré contre les islamistes, même si dans des pays comme la Tunisie ou le Maroc, ils appliquent pour le moment un islam identitaire qui n'est pas salafiste. Je ne sais pas s'il y a une revendication d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a une revendication, pas pour le moment. Mais on peut penser effectivement que c'est le prolongement de la crise malienne qui est partie en partie de la Libye, si vous voulez. Si, à mon avis, les islamistes ou ceux qui ont fait l'attentat, avaient pu le faire au Mali, ils auraient pu le faire au Mali contre les intérêts français. C'est parce qu'il y a un renforcement de sécurité. S'ils avaient pu le faire au Togo, ils auraient pu le faire. Et donc, ils ont trouvé probablement un terrain favorable en Libye, ce qui peut-être corroborer la thèse selon laquelle une partie des djihadistes qui étaient dans le nord du Mali se retrouvent aujourd'hui sur le territoire. Ah oui, qu'ils étaient déjà là-bas et que c'est la Libye est plus exposée aujourd'hui que le Mali. Non, c'est pour juste appuyer ce que je venais de dire ce matin en parcourant Internet, j'ai vu que c'est un ex-colonel libyen qui est en train de piloter les opérations militaires à Tessalit, voilà, du MNLA. Donc, je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre le MNLA et les forces salafistes. Par exemple, une organisation comme Ansardine est née justement contre le MNLA. C'est-à-dire qu'elle est née contre le MNLA. Et si aujourd'hui il peut y avoir des passerelles, ça ne nous conduit pas effectivement à dire que MNLA égale djihadiste. Oui, mais Adam, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de MNLA, on parle moins de Ansardine ou de Moujao aujourd'hui. Le débat, c'est surtout le MNLA qui ne cache pas... c'est forcément à l'origine, qui n'est pas forcément l'auteur de l'attentat de Tripoli. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le MNLA est l'auteur de l'attentat de Tripoli. Enfin, on n'a pas de preuves, si vous voulez. En plus, quand on parle du MNLA, il faut faire attention. Le MNLA, comme il est aujourd'hui à Kidal, moi je reste persuadé qu'il n'y a pas de MNLA à Kidal. À Kidal, aujourd'hui, vous avez des Iforas qui sont chez eux, qui se métastasent, si vous permettez l'expression, dans les différents groupes. Vous avez le MNLA, vous avez le MIA, vous allez avoir un autre groupe probablement demain, et que ce MNLA que vous avez à Kidal aujourd'hui n'est pas accepté par
ceux qui se réclament du MNLA qui sont basés en Mauritanie, ceux qui sont basés à Paris. Je pense qu'il y a un délitement de ce mouvement-là sur le plan international. Ok, un réseau Mujao qui a été démantelé à Bamako, est-ce que peut-être demain faudrait-il s'attendre à démanteler d'autres groupuscules du MNLA en l'occurrence au niveau des principales agglomérations? Les gens étaient arrêtés depuis. Les gens étaient arrêtés depuis. Non, du Mujao à Bamako. Les gens du Mujao ont été arrêtés depuis un mois. Ils sont tous maliens, âgés de 16 à 57 ans. Et c'est la sécurité d'État, donc les services de renseignement du Mali et la police qui les ont arrêtés. L'enquête a abouti effectivement qu'il s'agissait d'une cellule du Mujao qui a été démantelée. Mais je pense que c'était à l'époque un projet des djihadistes du Nord de fédérer, de faire une espèce de jonction avec le Sud et en infiltrant les gens ici. Je ne vois pas du tout le MNLA, à mon avis, s'infiltrer à Bamako. Je ne vois pas les choses de cette manière. D'accord. Des cellules dormantes. Ce ne sont même pas des cellules dormantes, ce sont des cellules éveillées. Madame. Dernier point de cette émission, la Côte d'Ivoire. Le RDR sort vainqueur des dernières élections locales. Un scrutin souvent émaillé de violence, boycotté par le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Au lendemain du vote, notre correspondant à Abidjan, Ange Herman Niani, s'est rendu dans les états-majors du FPI et du RDR. Voici son reportage. Très tôt ce matin, les populations elles-mêmes ont effacé les traces des actes de vandalisme de la veille à ce grand carrefour de Koumassi. Cette journée, les rues de la commune étaient calmes. Ce matin, il y a une accalmie. Mais on ne sait pas si quelques heures après, quelque chose peut déclencher. Sinon, présentement, à l'heure où on vous parle, vous voyez, les rues sont calmes, chacun va à ses occupations. Et malgré cette accalmie, les forces onusiennes et ivoiriennes sont restées en alerte. Par presse interposée, les deux grands partis de la coalition au pouvoir se rejettent la responsabilité de ces actes de dérapage antidémocratique. Du pain béni pour le Front populaire ivoirien qui avait déjà appelé au boycott de ces élections locales. Les dernières élections locales, avec un taux ridicule de participation, ont immanquablement produit des élus locaux tout aussi illégitimes. Le Front populaire ivoirien déclare solennellement ici et maintenant qu'il ne reconnaîtra pas les résultats de la parodie électorale du 21 avril 2013. La réaction du RDR, le parti présidentiel fuse, du dialogue avec le FPI, c'en est fini. Le RDR a été le seul parti en Côte d'Ivoire pour appeler à l'apaisement. Mais de maintenant jusqu'en 2015, franchement, la parenthèse FPI va être fermée. Et peut-être elle pourra être ouverte quand ils seront candidats à des élections. Alors, question existentielle, où en est-on de la réconciliation nationale? Difficile d'y répondre après ces élections locales très agitées. Alexis, cette victoire du RDR à ces locales, est-ce que ce n'est pas un triomphe sans gloire finalement? Mais non, c'est pas, ils n'ont pas empêché quelqu'un de participer. Ils ont reporté le temps qu'il faut. Ils ont quand même, disons, tenté d'amener le FPI à participer aux élections. Bon, c'est vrai que c'était assez tendu, mais bon, si vous voyez, c'est pas le RDR seul. Il y a quand même le PDCI qui a beaucoup gagné. Il y a beaucoup d'indépendants. Les indépendants ont sérieusement percé. Donc je pense que c'est de bonne guerre que le FPI se tire la couverture en disant qu'il y a eu des taux de participation ridicules, mais d'une façon générale, il faut saluer le fait que ça se soit tenu, contrairement en Guinée où c'est pas encore possible. Il faut saluer le fait que c'est plus ou moins transparent et les résultats assez ouverts, parce qu'il y a les indépendants qui ont percé et il y a un vrai partage entre les forces en présence. Aboy Touré. Sur ce point. Sur ce point, c'est qu'on aura constaté aussi la fin de la lune de miel entre le RDR et le PDCI. Donc on aura compris que c'était des alliances occasionnelles, et que maintenant la réalité du terrain, chacun va défendre son objectif. Et avec la percée, bien entendu, des indépendants. Et j'ai su aussi que le ministre Adama Bictogo, qui s'est présenté, a été battu dans son à Beauville. Moi, je dirais trois choses. La première chose, c'est que le RDR est le premier parti avec les indépendants. Il ne faut pas trop parler d'indépendants. Adam Thiam me disait tout à l'heure que les indépendants... On a eu un célèbre indépendant ici, donc on connaît les indépendants.
Donc, les indépendants, le RDF premier parti, mais comme le dit Aoui, ça se fragilise quand même un peu le président Ouattara, puisque l'autre aile importante de sa coalition, c'est le PDCI, et quand le PDCI et le RDS a été un peu la bagarre. Et pour terminer, il y a eu quand même des incidents assez graves. Il faut que la Côte d'Ivoire renoue avec les élections sans incident. Je regrette la non-présence du FPI à ces élections-là, mais ils reviendront forcément, je pense, à un jour. Serge, c'est possible d'avoir des élections sans incident en Afrique, je veux dire. Ça peut exister. Adam Botswana, je crois qu'on fait des élections au Botswana sans incident. Au Cap-Vert aussi. L'alliance RHDP semble avoir pris un coup au sortir de ces élections, Adam. C'est des élections de proximité ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est que s'il y avait une consigne formelle, s'il y a eu une consigne formelle du FPI de ne pas participer à l'élection, des militants FPI n'ont pas obéi. Ils se sont présentés. Et puis, je pense que oui, dans cette compétition, je ne pense pas du tout que les relations entre les oufouettistes étaient entamées, mais ça l'a été peut-être avant. Ça ne peut être qu'une conséquence. Mais ce que je voulais dire justement très rapidement, c'est que c'est très mauvais pour un parti de boycotter les élections de proximité, parce que c'est comme ça qu'un parti perd sa base. Et puis, bon, quoi qu'on dise, Alex l'a dit, ils avaient le droit de participer à cette élection, et c'est nettement mieux maintenant, cette année, en Côte d'Ivoire, que du temps où, par exemple, Alassane Ouattara n'avait pas le droit de participer aux élections parce qu'il était prétendument burkinabé. Okay. En boycottant, est-ce que le FPI ne donne pas le ticket de la reconduction à Alassane en 2015? S'il reste dans cette logique, dans cette posture, Alassane, c'est la route ouverte de 2015 à 2020. Oui, en fait, il y aura forcément une opposition qui ne sera pas le FPI, mais qui serait... de l'intérieur, n'oublions pas Guillaume Soro. Oui. Il y a Guillaume Soro, il y a tout le PDCI, aussi. Il y a le PDCI qui a fait la courte échelle pour cette fois-ci, mais qui ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire, il y aura des challenges en face. C'est vrai qu'il a des résultats qui plaident pour lui, mais il y a beaucoup de problèmes de sécurité qu'il n'a pas pu régler. Il y a beaucoup de problèmes de réconciliation qui ne marchent pas, et il les reproduit les tares qu'on reprochait à l'ancienne équipe en faisant une suprématie du Nord sur le reste. Je vais peut-être parler sous le contrôle de Serge, peut-être qui est spécialiste des questions ivoiriennes. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, n'a pas dit son dernier mot. Je sais pas, en 2015, de toutes les manières, Ouattara a dit je pense que je vais être candidat. C'est peut-être un moyen. En 2015, il a dit je serai candidat probablement en 2015. Question de dire à Guillaume Soro et aux autres, Bédi a 79 ans, donc on peut penser qu'il ne sera pas candidat en 2015. Mais Ouattara a dit je serai candidat. Question peut-être pour répondre à Aoué. Manière de dire à Soro, jeune homme, tu attends, parce qu'en 2015, ce sera pas. Il faut attendre 2020. Attendre 2020. Voilà, c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Awoy Touré, journaliste, Alexis Calambri du journal Les Échos et Serge Daniel, journaliste écrivain. Mardi prochain, je vous retrouverai dans notre nouvelle émission politique, le débat politique, dans le cadre de prochaines élections au Mali. Nous allons recevoir les responsables de l'URD, de Yéléman, et puis du RKPM. Ce sera le mardi prochain en direct à 20h30. Merci d'avoir suivi ce numéro et à mardi prochain, Inch'Allah, pour le débat politique.